Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, il n'y a plus d'abeilles à Saint-Germain-des-Prés. Heureusement, sur No Life, il reste encore la critique de Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, No Life Emploi IRL, Le Temps Perdu, Retro et Magic et les news. Mais pour combien de temps encore ? Décidément increvable, le magazine Cassius Belli devrait connaître une nouvelle résurrection dans le courant du mois de novembre. Et oui, après 31 ans d'existence, il lui restait encore un point de destin. Pour l'occasion, son rédac-chef historique, Didier Guizérix, est de retour aux commandes, aux côtés de Stéphane Gallo, qui avait bravement tenté de relancer ce monstre sacré en 2010. Le Cassius nouveau, publié par Black Book Editions, sera donc bimestriel et au format MOOC, et on y retrouvera des articles signés par ceux qui firent les belles heures des précédentes moutures, comme Croc ou Tristan l'Homme. Si vous vous souvenez du double face consacré au jeu d'initiation Chroniques oubliées, sachez qu'une nouvelle version des règles de ce jeu sera incluse dans les pages du magazine. Une très bonne idée pour faire de Cassius Belli la porte d'entrée idéale vers le monde merveilleux du jeu de rôle. On souhaite en tout cas à cette nouvelle incarnation de Cassius Belli une belle et longue vie. Sorti sur Steam et XBLA depuis peu, Dungeon Defenders est un action RPG sur fond de Tower Defense. Comme tous ces jeux qui connaissent un succès fou sur la toile, votre objectif est de défendre une base se faisant assaillir par des vagues de monstres de plus en plus massives. Mais contrairement aux jeux de Tower Defense classiques, où vous n'êtes qu'un simple stratège plaçant des pièges sur la map, Dungeon Defender vous permet d'incarner votre propre avatar aux compétences évolutives. Le jeu emprunte en effet des mécanismes de RPG, et après avoir choisi une classe, vous pourrez faire évoluer votre personnage en lui apprenant de nouvelles compétences ou en l'équipant de nouveaux items. Après plusieurs heures passées sur le champ de bataille, votre avatar passera donc de simples héros tout frêles à défenseurs surpuissants, maîtrisant une tripotée de sorts destinés à ralentir ou à affaiblir ses ennemis. Une dimension RPG qui donne un côté rafraîchissant à un genre qui a vite tendance à lasser. On retiendra donc qu'en dépit d'une réalisation qui manque un poil de dynamisme et d'une traduction française assez bâclée, le contenu étonnamment fourni de Dungeon Defenders pourrait bien vous accaparer pendant plusieurs heures, pour peu que vous soyez à la fois fada de leveling et de tower defense. Le mois d'octobre a vu passer un tournant historique dans le monde des navigateurs Internet. Pour la première fois depuis le siècle dernier, la part des gens utilisant Internet Explorer est passée en dessous des 50%. On compte quand même 10% d'utilisateurs d'Internet Explorer 6 avec qui nous compatissons. Rappelons quand même que 95% de la population utilisait Internet Explorer en 2004. Bon, Alex m'a annoncé, c'est toi qui vas lancer la critique de Dragon Ball. Dragon Ball, zut! Oui, parce que c'est Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. L'acrostiche, ça fait DB, zut. Voilà. Alors, faute de goût de marketing, je ne sais pas, ou faute de goût. Toujours est-il qu'à l'approche des fêtes de Noël, on va voir Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi partout. Et je suis fier de moi. La saison de Noël est déjà là, et avec elle, la traditionnelle adaptation de Dragon Ball Z, toute prête à être placée sous le sapin de milliers de fans plus ou moins jeunes. En souvenir des relatives réussites sur PlayStation 2 et Wii, Namco Bandai a cette fois-ci bien pris soin d'affilier le petit dernier à la série des Tenkaichi. Pourtant, et même si le studio Spike est toujours aux commandes, le jeu n'a plus grand-chose à voir avec ses prédécesseurs. Pour le pire, comme pour le moins pire. Bien que la série soit aujourd'hui vieille de plus de 20 ans, il apparaîtrait comme ridicule de dresser ici un résumé de l'histoire de Dragon Ball Z. Fer de lance du shonen moderne, elle est depuis sa naissance régulièrement rediffusée, déclinée, retravaillée, commercialisée et plein d'autres trucs en et qui impliquent une rentrée d'argent pour les ayants droit. Si bien qu'à l'aube de 2012, la bande à Goku squatte encore les cours de récré, que ce soit sous forme de manga, de cartes à collectionner ou de jeux vidéo. Dans de telles conditions, on pourrait considérer un jeu comme Ultimate Tenkaichi comme la sortie de Noël la moins risquée du monde. Seulement, si Dragon Ball parvient à conserver la sympathie des plus jeunes générations, prête à se ruer sur tout ce qui emporte la marque, la série reste encore aujourd'hui la chasse gardée des fans de la première heure. Ces derniers, en plus d'être beaucoup plus exigeants que leurs petits frères, ont également eu tout le loisir de se frotter à une ribambelle de titres portés par la licence. Se pose alors le problème de la cible réelle d'Ultimate Tenkaichi. Un problème dont Spike a décidé de ne pas vraiment s'encombrer en tentant d'allier un certain côté pointu et un gameplay extrêmement accessible. Ainsi, le puriste sera charmé dès l'introduction du jeu. Une belle séquence d'animation sur fond de Chala et Chala, le générique original culte de la série.
Les voix japonaises sont également de la partie et raviront de la même manière les amoureux de l'expérience vraie. On note même une certaine retenue dans le casting qui se limite ici à une 60aine de personnages en incluant les fusions et les différentes transformations. De la part d'une série qui n'a jamais hésité à faire dans la surenchère de ce côté-là, on peut prendre ça comme une forme de respect et on se passe de toute façon très bien de combattants aussi improbables que Hercule Super Guerrier ou Takeshi, le type qui apparaît vite fait dans la case 3 de la page 55 du tome 38. Le mode histoire se concentre sur la série régulière, des débuts de Dragon Ball Z, soit le combat contre Raditz, à la fin de Dragon Ball GT. Il se présente naturellement comme une compilation des combats les plus marquants de la saga, entre lesquels viennent se greffer quelques séquences tout droit tirées de l'anime original, mais aussi d'autres scénettes in-game à la mise en scène nettement moins convaincante. Dans l'ensemble, la réalisation et l'histoire se veulent les plus fidèles possibles à l'œuvre originale, et le fan se retrouvera en terre connue malgré 2 ou 3 petits écarts gentillets. Sauf si l'on considère, et ça se défend très bien, que toute la section GT constitue déjà un grand écart dégueulasse post-section des adducteurs. Ultimate Tenkaichi peut donc se targuer de faire preuve d'un certain respect envers la série et ses fans, ou du moins d'y mettre les formes. Car si le titre tient la route côté réalisation, on ne peut malheureusement pas en dire autant de son ossature. Comme pour noyer le poisson, le soft nous propose de nombreux modes de jeu plus ou moins alléchants, laissant supposer une certaine variété et un contenu conséquent. Néanmoins, et même si Namco Bandai semble vouloir nous le faire oublier à tout prix, on reste face à un simple jeu de combat. Ainsi, les phases d'exploration du mode histoire ne font illusion qu'une poignée de minutes avant de révéler l'étendue de leur vacuité et finalement de leur inutilité profonde. Il en va de même pour le mode avatar qui dans le principe donne pourtant sacrément envie. Il propose effectivement de créer son propre super guerrier pour vivre une aventure totalement inédite dans un univers inspiré du manga original. Forcément, on se prend à imaginer de longues heures de jeu, placées sous les signes de la customisation poussée et des combats acharnés. Bah non, raté, 3 options de personnalisation physique et 4 techniques apprises plus tard, on se rend immanquablement compte du caractère résolument gadget de ce mode de jeu si prometteur. Il ne reste alors plus que le gameplay intra-combat pour rattraper le tout, et on sait à quel point il peut être difficile d'adapter les bastons de Dragon Ball Z de manière à la fois spectaculaire, fun et intéressante. En l'occurrence, Spike a opté pour la simplification maquillée. Le premier passage, obligatoire par la case tutorial, nous révèle d'abord un système complexe jouant sur différentes jauges à prendre en compte. La vie des personnages se gère de manière classique et implique évidemment le chaos et la défaite quand elle tombe à zéro. C'est également elle qui, quand elle atteint un certain seuil critique, fait entrer un combattant en état d'apogée et lui donne accès à une furie dévastatrice. L'esprit permet l'utilisation d'attaques spéciales et augmente en donnant un certain type de coup à l'adversaire. Le ki enfin, chargé en plein combat d'une simple pression maintenue sur la touche bas de la croix directionnelle, est indispensable à la réalisation des différentes actions défensives, soit garde, esquive ou parade. Ces différents paramètres sont malheureusement régis par un gameplay exagérément dépouillé et strictement identique d'un combattant à l'autre. Les joutes sont divisées en 2 phases bien distinctes, entre lesquelles on alterne régulièrement le corps à corps et la longue distance. Au corps à corps, un bouton permet d'asséner des attaques rapides, un autre une attaque plus puissante que l'on peut charger et un dernier déclenche la garde. À longue distance, c'est la même chose en remplaçant les coups par des boules d'énergie. Dans un cas comme dans l'autre, un simple mouvement du stick droit vers le haut ou vers le bas lance une attaque spéciale. En partant de là, un schéma très simple se dessine. En plaçant un combo de 3 attaques ou boules rapides, ou bien un gros assaut chargé, un choix est offert au joueur. Continuer son enchaînement par une pluie de coups, ce qui aura pour effet de vider la jauge de ki adverse. Ou bien par plusieurs smash puissants pour augmenter sa propre barre d'esprit. Le choix se fait en pressant une touche au bon moment, et n'est validé que si l'opposant ne presse pas la même. Une situation similaire se présente à chaque changement de distance, déclenché par une double pression sur le bouton approprié. Le but sera alors de sélectionner une direction, droite ou gauche, en espérant que l'adversaire ait choisi l'autre. En résulte des combats extrêmement hachés, terriblement répétitifs et principalement basés sur le hasard. L'absence totale de manipulation spéciale et l'uniformisation du gameplay rendent alors le choix de tel ou tel combattant presque futile et uniquement basé sur des critères affectifs. Les fans de la série hurleront au scandale en voyant un Yamcha au même niveau qu'un Majin Buu. Et les fans de jeux de baston les accompagneront en constatant que les différents personnages ne sont dissociés que par leur aspect physique et l'animation de leurs attaques spéciales. Finalement, seules ces dernières pourront éventuellement rassasier le joueur par leur côté spectaculaire et leur caractère culte. Mais cela reste largement insuffisant pour recréer le caractère épique des célèbres combats de la série ou pour apporter un quelconque intérêt au gameplay. Dans de telles conditions, la possibilité de jouer en tag à plusieurs, les différentes transformations ou fusions disponibles ou encore la présence d'un mode online apparaissent comme bien vaines.
Rien de tout cela ne parvient en tout cas à réduire l'ennui profond qui envahit immanquablement le joueur après 1 heure ou 2 passées à jouer à une simulation de pierre-papier-ciseaux joliment emballée. Grande habituée de nos consoles depuis plus de 20 ans, Dragon Ball Z est également une série très dure à adapter. Le style du jeu de combat s'impose naturellement, mais comment retranscrire fidèlement des joutes aussi délirantes tout en conservant un intérêt ludique réel? Les précédents Tenkaichi y étaient à peu près parvenus, mais pouvaient paraître assez complexes à prendre en main pour les plus jeunes. Ce nouvel épisode repart à zéro et choisit de sacrifier le fond au profit de la forme. Le résultat est donc incroyablement creux, malgré un contenu conséquent et une volonté de bien faire évidente dans la présentation. Finalement, Ultimate Tenkaichi souffre peut-être en premier lieu du caractère universel et donc insaisissable de Dragon Ball Z. Les plus jeunes n'auront aucun mal à déclencher des attaques impressionnantes, mais peineront peut-être à assimiler les rôles des nombreuses jauges affichées à l'écran et n'auront pas grand-chose à faire des voix japonaises. Les fans de la première heure auront quant à eux du mal à trouver un quelconque intérêt à cette énième itération très basique d'une saga qu'ils connaissent sur le bout des doigts. À vouloir taper sur toutes les cibles en même temps, on finit bien souvent par les manquer toutes. Au fait, puisqu'on ne parlait pas de ça, je vais vous raconter ce qui nous est arrivé l'autre soir. Pour fêter l'arrivée de Mima, on est allé au resto. Alors Mima, Davy et moi, 1, 2, 3. Et on s'est dit, bon, quand même, il faut bien fêter l'événement. Alors on a commandé une bouteille de jus d'orange. Donc on a pris une bouteille pour 3 et elle nous a coûté 25 €. Et je vous raconte la suite après No Life Employee RL. Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Tailleur ou survêt? Pour les filles, non, pas forcément. Et aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu dépassé. On n'est pas chez IBM ni dans une banque. Profil recherché. On recherche des journalistes reporters d'images. Dans ces 3 mots, on a presque tout dit. Parce qu'il y a d'abord des qualités de journaliste, c'est-à-dire une excellente culture générale, une capacité d'analyse, une très grande curiosité à aller chercher l'information, aller se créer un réseau de contacts. Et reporter d'image, qui dit reporter, dit la capacité de pouvoir appréhender techniquement la captation de ces images. Tout simplement, ça veut dire pouvoir tourner avec une caméra, pouvoir partir avec une caméra pour faire un reportage et pouvoir même en plus monter ces images soi-même. On peut dire à un journaliste reporter d'image, voilà, tu vas fabriquer cette émission, ça va être un 13 minutes, un 26 minutes, donc elle va réunir l'ensemble des éléments qui vont, il ou elle va réunir l'ensemble des éléments qui vont permettre de fabriquer ce film. Et aux États-Unis, on appelle ça des prédateurs. Dans le monde de l'audiovisuel, ce sont vraiment des gens qui tout seuls arrivent à produire et à fabriquer des films de A jusqu'à Z. Niveau d'études et expérience. Là, on demande impérativement un très bon niveau de culture générale. Alors, il y a des écoles de journalisme, c'est encore mieux quand quelqu'un a pu passer par l'ESJ ou les différentes écoles de journalisme qui existent en France ou à l'étranger. Et puis, il faut avoir déjà eu une première expertise technique sur le fait de cadrer, de monter, même si on se rend compte que c'est grâce à l'expérience qu'on s'améliore, grâce aussi aux échanges qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui sont sur ces métiers-là. Donc oui, c'est important d'avoir un niveau de base. On ne peut pas dire qu'on arrive, qu'on a un tas d'aptitudes mais qu'on ne sait rien faire, qu'on n'a jamais écrit un papier, qu'on ne connaît pas les règles, le b.a.-ba de l'art de l'interview, de l'art de l'écriture, parce que ce sont quand même des techniques qui sont importantes de bien contrôler quand on arrive sur ce type de poste. Rémunération et évolution. On démarre entre 2000 et 2500 € bruts. Et là aussi, il y a des évolutions. On démarre comme simple JRI. Ensuite, on peut être rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef, directeur de la rédaction. Donc, il y a des évolutions. Il y a le fait aussi, pour nous, et c'est extrêmement important, que ces JRI puissent parler anglais. On se rend compte qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de reportages qui ne sont pas forcément en France, avec des invités qui ne sont pas forcément francophones. Donc ça aide quand même beaucoup et c'est même indispensable de parler anglais. À éviter absolument. Il faut être soi-même, et quand je dis soi-même, c'est plutôt montrer les bons côtés de soi-même. Et il faut d'abord se renseigner sur l'entreprise avec laquelle on va avoir un entretien, parce qu'on a des chances d'être plus pertinent
dans la mise en avant de ses qualités et en se posant toujours la question qu'est-ce que je vais lui apporter à cet employeur potentiel et pas seulement le fait qu'il va dépenser de l'argent pour me payer un salaire, mais je vais vraiment répondre à un besoin, à un désir qu'il peut avoir pour son service, là en l'occurrence une rédaction, et bien qu'il comprenne que je peux m'insérer dans un groupe. L'entreprise aujourd'hui, c'est un travail d'équipe, personne ne peut dire tout seul qui va révolutionner le monde, et donc il faut, je pense, montrer aussi cette capacité de communication, et puis ne pas hésiter à poser des questions. Très souvent, lors d'entretiens de recrutement, le candidat est un peu timide, un peu coincé. Il ne faut pas hésiter à poser des questions parce que ça prouve l'intérêt et la curiosité qu'on peut avoir, en particulier pour un journaliste. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. Je replante le décor, on est au restaurant, on a notre bouteille à 25 €. Alors bon, on s'est dit, on va mettre chacun 10 €. Et là, on n'a pas perdu notre temps. Bonjour, il y a une fuite gigantesque dans votre immeuble et sans l'accord de tous les propriétaires, vous ne pourrez qu'apprécier votre nouvelle piscine. Mais le monsieur du second estime qu'il faut lui laisser le temps de choisir. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Pour peu que ça serve encore à quelque chose, bienvenue dans Temps perdu! Il paraît que les histoires de couple, c'est compliqué. On se met ensemble, puis on se sépare, et qu'on revient ensemble alors qu'en fait on pense pas pareil, et que mais pourquoi t'es allé voir Bidule pendant que je sortais avec Truc Oui, en fait c'est vrai, c'est pas toujours simple. D'ailleurs dans One and One Story de Mattia Traverso, c'est un peu ça. Le monsieur là, il aime la fille là-bas. Alors bon, c'est super vous allez me dire, mais pour que ça marche bien avec la fille, va falloir faire des efforts. Lui prendre la main, lui expliquer comment on saute par-dessus des pics, lui faire comprendre que non, vous ne pouvez pas sauter de 3 étages sans vous casser une jambe, etc. Mais après, la fille, elle change de caractère, donc du coup, ça change de gameplay. C'est les mêmes niveaux, mais ça se joue pas pareil. Et donc, ça met un peu de piment dans le jeu. Comme dans la vie, quoi. Finalement, c'est pas si mal. Et puis bon, vivre en couple, c'est quand même bien, non ? Dormir tout l'hiver auprès de l'être aimé et de ses pieds froids, ça le fait. Sauf quand vous êtes somnambule, comme moi. Ou comme le héros de Sleepwalking. Mais bon, lui, il évite des pièges, il parcourt des tableaux super jolis, sans doute inspirés de ses rêves, et tout. Alors que moi, je me contente d'aller hurler tout nu à la porte de mon colocataire. Mais bon, dans Sleepwalking, c'est bien, parce qu'on voyage tout en n'utilisant qu'un seul bouton, et puis c'est de plus en plus difficile et tout, et puis les pieds froids. Mais bon, les pieds froids dans un couple, ça permet aussi de se dire qu'on va se coucher plus tard. Comme ça permet de se lever plus tôt. Comme ça, vous pourrez passer vos nerfs et votre nuit sur votre lieu de travail. Et comme ça, tout ira mieux et vous pourrez en toute sérénité retourner auprès de votre tendre ami et discuter de vos expériences de la journée. Sauf qu'au boulot, c'est le stress. Comme dans Sweet Life, tiens. Un jeu où le but, c'est de tenir le coup 3 jours durant dans une vie pourrie. Et là, je peux vous le dire, la vie, elle est vraiment pourrave. Alors forcément, parler boulot quand on rentre à la maison, sans parler des pieds froids en plus. Non mais finalement, quand dans un couple ça va mal, ce qu'il faut faire, c'est prendre des vacances, vous voyez ? Prendre un peu de distance, de recul, comprendre ce qui ne va pas et profiter du calme qui nous entoure pour retrouver un bonheur partagé. Ou pas du tout. Vous pouvez aussi aller vous défouler sur des pieds dans des caves super sombres et glauques avec un verre géant aux fesses. Ouais, ça aussi ça peut le faire. Comme dans Discount Mayonnaise de Étienne Bergeron-Paquet et Samuel Saint-Germain. Et là, tout est clair, votre vie de couple, rien à taper, les pieds froids, pareil, et que de toute façon, on n'a pas le temps pour jouer les somnambules. Ici, il faut bien choisir son équipement pour choper un maximum de pièces, tout en massacrant allègrement tout ce qui bouge pendant des heures, et ça... ça tombe bien, vu qu'à part la vie de couple, faudrait quand même voir à se souvenir qu'il ne faudrait surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. La serveuse qui avait un look un petit peu rétro et magique est revenue avec 5 € de monnaie. On était un peu emmerdés quand même pour répartir les 5 €. Alors on a repris chacun 1 € et on a laissé 2 € de pourboire à la serveuse, qui avait toujours un look rétro et magique.
Certains jeux vont au-delà du simple divertissement ludique et offrent, à la manière d'un bon livre ou d'un bon film, une véritable porte ouverte vers les royaumes de l'imaginaire. Souvent considéré comme l'un des plus grands point and clicks de l'histoire du jeu vidéo, The Longest Journey a marqué de manière indélébile les joueurs et reste encore aujourd'hui un chef-d'œuvre du jeu vidéo d'aventure. C'est au développeur norvégien Funcom et au scénariste Ragnar Tornquist que l'on doit cette fable initiatique onirique et magique. Funcom était alors un acteur peu connu du monde du jeu vidéo, n'ayant réalisé que des petits jeux comme Days Before Christmas sur Mega Drive, Casper sur console 32 bits ou des portages comme la version Mega CD de Fatal Fury Special. Avec The Longest Journey, Funcom trouvera son billet d'entrée dans la cour des grands, réalisant par la suite des jeux comme Anarchy Online ou Age of Conan. The Longest Journey est avant tout une histoire, celle d'April Ryan, une jeune artiste un peu paumée vivant dans le monde de Stark qui ressemble beaucoup au nôtre. Hantée par d'étranges rêves, April ne se sent pas à sa place dans ce monde industriel et technologique. Après une rencontre avec le mystérieux Cortés, April découvre qu'il existe un autre monde existant en parallèle à Stark, Arcadia, un monde de magie et de fables. Stark et Arcadia cohabitent grâce à l'équilibre instauré entre leurs deux réalités. Il s'avère qu'April est en réalité une franchisseuse, une personne possédant le pouvoir de voyager entre les deux mondes. Une force malfaisante appelée le Chaos menace l'équilibre et pourrait à terme entraîner la destruction de Stark et Arcadia. Malgré ses doutes, April commence un long voyage, le plus long voyage, à la recherche des dragons, les Draigkin, seuls capables de restaurer l'équilibre. Son voyage sera évidemment semé d'embûches et de dangers, mais nous sommes dans un jeu d'aventure. Pour triompher de l'adversité, April devra utiliser sa créativité et son intelligence pour vaincre ceux qui, à Stark comme à Arcadia, complotent pour détruire l'équilibre. Heureusement, la jeune femme pourra compter sur des alliés fidèles, comme Ben Bandou, le petit homme taupe, Ben Rim, l'aubergiste, ou Crow, le corbeau parlant. Ben Rhyme Salmin. Je suis propriétaire de cette auberge. Le gameplay de The Longest Journey est celui d'un point and click classique. Les puzzles sont le plus souvent logiques, même si on note quelques pics de difficulté. Quant au graphisme, il mélange jolis décors précalculés et personnages en 3D à la modélisation souvent assez simple. Mais ce qui fera entrer le jeu dans la légende, c'est son histoire ambitieuse et surtout très longue. Les développeurs ne se sont pas moqués du client en nommant leur jeu The Longest Journey. La quantité de contenu, de lieux à visiter, de personnages à rencontrer est tout simplement hallucinante. Un autre point fort du jeu est son héroïne. Loin des bimbos armés jusqu'aux dents, April est une fille ordinaire avec des préoccupations ordinaires qui se retrouve héroïne malgré elle d'une aventure à laquelle elle est initialement réfractaire. Sa découverte de Stark et Arcadia se fait en parallèle à celle du joueur et au fil de l'aventure, April devra apprendre à s'affirmer et gagnera en maturité. Elle devra faire face à ses démons, ses doutes et ses fêlures. C'est donc un personnage humain et attachant, très bien développé tout au long du jeu et très bien doublé en français par Mara Labadins. Alors ne devriez-vous pas partir, vous aussi ? La bande-son tire également son épingle du jeu, avec des thèmes entêtants qui accompagnent le joueur longtemps après la fin de son long et beau voyage. On sort un peu du cadre du rétro afin de parler de Dreamfall, la suite de The Longest Journey sortie en 2006. La série n'ayant à ce jour pas connu de 3e épisode, il nous a semblé important de ne pas négliger l'autre chapitre de la saga. La fin de The Longest Journey laissait la porte ouverte à de nouvelles aventures, en mentionnant notamment une guerre de l'équilibre qui se serait déroulée après les événements du premier jeu. Cette histoire est esquissée dans Dreamfall, à nouveau un très beau jeu mais qui souffre malheureusement d'un gameplay hybride pas toujours convaincant et d'une durée de vie trop courte. Ce nouveau chapitre commence 10 ans après la fin de The Longest Journey et est centré autour d'un nouveau personnage, une adolescente nommée Zoé Castillo, vivant sur Stark à Casablanca. Enquêtant sur la disparition de son ex-petite amie Reza, Zoé découvre les expériences de la corporation Wati pour développer un dispositif nommé Alkera qui permet de voyager dans le monde des rêves. Ce monde des rêves s'avère n'être nul autre qu'Arcadia. En octroyant à tout un chacun le pouvoir de franchir le mur séparant les réalités, Alkera est une nouvelle menace pour l'équilibre. Et dans l'espace entre les mondes, une entité appelée le défaiseur de rêves est à l'œuvre. Non ! Non ! Non ! Ce n'est pas le seul problème auquel est confrontée Zoé. Les appareils électroniques de Stark sont victimes d'une interférence statique d'origine inconnue. Cette interférence fait apparaître de mystérieux et inquiétants messages que seule Zoé parvient à voir, où une petite fille dans un paysage hivernal l'exhorte à trouver et sauver April Ryan. Trouve April. Sauve April. Zoé entame donc son propre voyage où elle croisera de nouveaux personnages et de vieilles connaissances du joueur.
Zoé n'est du reste pas le seul personnage jouable. Lors de certains passages, le joueur aura le plaisir de retrouver April, toujours doublée en français par Mara Labadins. Bloquée sur Arcadia après avoir perdu son pouvoir de franchisseuse, April est devenue amère et a pris la tête de la résistance face à l'Empire Azadi qui occupe militairement la ville de Marcuria. Le troisième personnage jouable est Kian Alvan, un apôtre guerrier Azadi récemment arrivé à Marcuria pour démanteler la rébellion, mais qui va faire quelques découvertes qui l'amèneront à douter de sa mission. Adoptant une vue à la troisième personne dans des environnements en 3D temps réel sublimes, bien qu'un peu étriqués, Dreamfall choisit également de s'éloigner du gameplay point and click du premier épisode. Les énigmes sont réduites à leur plus simple expression et l'aventure sera ponctuée de phases d'infiltration ou de combat, hélas peu palpitantes. L'impression d'être simple spectateur d'une histoire interactive est très présente. Au final, cette tentative d'attirer le grand public n'aura pas donné les résultats escomptés, car Dreamfall ne rencontrera qu'un demi-succès. L'autre gros défaut de Dreamfall est qu'il ne s'agit que d'une introduction. Lorsque le générique de fin arrive, rien n'a été résolu, bien au contraire. Cette fin en cliffhanger est d'autant plus rageante que malgré les promesses de Ragnar Tornquist et l'évocation de chapitres supplémentaires de Dreamfall publiés sous forme épisodique, aucune suite ne semble destinée à voir le jour avant un bon moment. Les fans continuent d'espérer une suite à Dreamfall qui viendrait apporter les réponses tant attendues. Funcom et Ragnar Tornquist sont actuellement au travail sur The Secret World, un MMORPG sortant des sentiers battus et attendu pour avril 2012. Peut-être que l'on en saura plus sur un éventuel nouveau chapitre de la saga de l'équilibre après cette date. Pour finir cette histoire, quand même, la serveuse, après, elle revient, mais elle a un air un petit peu chafouin comme ça. Et puis elle nous dit, je comprends pas. Vous avez chacun payé 10 €. Et vous avez chacun repris 1 € de monnaie. Donc ça fait que vous avez payé chacun 9 €, n'est-ce pas? Avec son petit air chafouin. Donc, 3 fois 9 €, ça fait 27 €. Plus les 2 € pour boire, ça fait 29 €. Et par rapport aux 30 €, où est l'euro qui manque? Et des bisous.